Ça fait une excellente transition maintenant pour donner la parole à nos deux panélistes, évidemment, qui feront la discussion pour nous. Donc, permettez-moi d'accueillir Annick Desjardins tout de suite et Sophie Fontaine. D'abord, bonjour, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, ça fait plaisir de vous revoir toutes les deux. Très heureuse de vous avoir sur le panel, puis surtout une question qui vous est posée, bien entendu, préparée aussi par, je dois le reconnaître, par Mélanie et Émilie, que je remercie également, qui m'aident beaucoup aussi dans mon travail. Donc, je ne mérite pas vraiment mon titre de présidence. Cela dit, alors, les trois questions, je vais les poser aussi les personnes présentes, que ce soit à distance ici, bien entendu, pour prendre part au débat dans le temps qui va nous rester. Alors, première question, c'est de votre perspective syndicale, avec tout ce qui vient d'être dit, quel bilan est-ce que vous faites des outils qui sont en vigueur, bien entendu, pour commencer au Québec? La deuxième question, est-ce que la négociation sur l'égalité professionnelle en France qui devient obligatoire, est-ce que c'est une voie à suivre dans le modèle québécois? Donc, pour faire le lien avec les présentations qui ont été faites. Puis la troisième, que j'ai envie d'amender un peu, je vais rester dans le même esprit, mais moi, ce que j'aimerais ajouter là-dessus, les trois présentations ont parlé de résultats. Les trois présentations ont parlé de mesures. Les trois présentations ont parlé non seulement des retombées, mais de ce que les chiffres que l'on peut appeler. D'ailleurs, Vincent Arnaud nous parlait de quantification. Puis on est revenu encore une fois sur les bilans, sur les diagnostics. Aujourd'hui, on a le sommet sur la biodiversité à Montréal, la COP 15, la COP 27 qui s'en vient sur toute la question de l'environnement puis de la durabilité. Puis les questions autour de l'égalité, en tout cas professionnelle, homme-femme, mais de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, devient également partie prenante de tout ce qui est comptabilisation, normes de divulgation autour de la finance durable. Et donc, ce que je me demande, pour rester un peu dans le même esprit, est-ce que nous avons aujourd'hui, que ce soit à travers les négociations, dans le pouvoir syndical, dans le pouvoir de nos lois, des possibilités d'arriver puis d'atteindre des normes en termes d'équité dans nos organisations, puisque ça devient quand même, ça prend, si vous voulez, un peu le dessus dans toutes les négociations, mais surtout dans les discours. Alors, je ne sais pas est-ce que vous avez quelque chose à projeter ou c'est vraiment en discussion? Vous avez un tour de parole. Je vais vous laisser quand même la possibilité de le faire, mais je sais qu'à distance, ce n'est pas toujours facile. Je vois que Annick a déjà enlevé son micro, donc j'imagine que vous prenez la parole en premier. Très bien. Alors, donc, à tour de rôle, comme je vous dis, nous sommes déjà à midi. Si on peut faire un peu le tour des trois questions, peut-être l'une puis l'autre, ou est-ce que vous préférez répondre aux trois en une fois? J'ai activé mon micro pour dire bonjour et pas pour pas pour prendre la parole en priorité. En toute honnêteté, j'ai reçu cette invitation et merci pour l'invitation de Mélanie et j'ai accepté à condition que j'avais rien à préparer. OK, ben c'est parfait, mais Donc, votre expérience est un plus qu'une commentaire. préparation. C'est ça. Donc, des commentaires à chaud ou à froid, en fait. Mais C'est Annick, ça que j'ai. deux petits mots pour des personnes qui vous connaissent pas, juste vous présenter parce que l'expérience que vous avez, justement, parce que vous allez nous dire bonjour, mais comment c'est que ce sont quand même des dossiers sur lesquels vous avez longtemps travaillé, juste peut-être donner un petit aperçu, puis réagir à chaud, encore une fois, autour de trois choses. On en est où aujourd'hui, très simplement? Deuxièmement, est-ce que ce qui a été présenté par rapport à la France, est-ce que ça pourrait être quelque chose d'envisageable pour le Québec? Et trois, est-ce qu'on est prêt pour aller vers de la mesure? Donc, pour aller vers des pistes, disons, un peu plus contraignantes sur des questions d'égalité professionnelle. Donc, ce serait parfait. Alors, pour me présenter, oui, j'ai étudié en relations industrielles et en droit. Donc, en fait, je suis juriste et ma carrière s'est pas mal concentrée sur cette expertise-là. Mais j'ai travaillé en équité en emploi au
canadien national à la fin des années 80 pour ensuite faire une carrière du côté du droit syndical. En 2002, j'ai joint le syndicat canadien de la fonction publique et j'ai agi comme coordonnatrice des droits de la personne pendant à peu près 15 ans. Maintenant, je suis dans un poste de conseillère politique qu'on appelle adjointe exécutive au président national, donc à Ottawa, ce qui me donne une perspective pan-canadienne bien différente parce que le Québec est fait bande à part. En fait, c'est une société distincte sur les questions d'égalité hommes-femmes et des outils qu'on s'est donnés. J'ai beaucoup travaillé en équité salariale. Je pense que Sophie aussi, on a ça en commun. Parce que ben, c'est conjoncturel, en fait. Je pense que, bon, Émilie a présenté un peu chronologiquement les mesures qui ont été adoptées au Québec et la loi sur l'équité salariale a été adoptée en tout début de ma carrière. Et ensuite, il y a eu une contestation constitutionnelle qu'on a dû faire parce que l'État s'était exempté de l'application de cette loi-là. C'est en 2004 que la loi a pris son envol après cette décision de la Cour supérieure qui a reconnu que l'équité salariale était, en fait, cette loi-là était une loi de mise en œuvre d'un droit fondamental et qu'il fallait donc qu'il y ait une certaine obligation de résultat chez les employeurs. Donc, on s'est mis au travail dans mon milieu de travail pour appliquer cette loi-là, donc au syndicat canadien de la fonction publique. Peut-être pour vous donner un peu, un peu de contexte, parce que quand on parle de négociation collective, nos systèmes sont extrêmement différents en Europe et au Canada. Le syndicat canadien de la fonction publique, malgré son nom, on ne représente pas de fonctionnaires. Donc, on représente des employés des services publics. C'est une mauvaise traduction de public employees. Et on a à peu près 700 000 membres, 715 000 membres pour être plus précis, à travers le Canada, dont 130 ou 140 000 au Québec. Et ces salariés de services publics sont parfois dans des entreprises privées où est-ce que les services publics ont été privatisés. Donc, on représente quand même pas mal de gens dans les entreprises privées. Ils sont divisés, si on peut dire, en 2200 syndicats. Donc, on a 2200 syndicats et à peu près 3000 conventions collectives à négocier et à administrer. Donc, on ne parle pas de négociation sectorielle, on parle d'un système extrêmement décentralisé. Il y a dans le parapublic des négociations sectorielles, mais ce n'est pas la majorité des employés syndiqués qui sont dans ces systèmes de négociation centralisés. Alors, par exemple, chez nous, on peut avoir un syndicat qui négocie pour 15 personnes, puis un syndicat qui négocie pour 55 000 personnes. Donc, c'est des disparités énormes. Et donc, les modèles qu'on peut imposer par des lois de négocier du contenu, c'est très... L'applicabilité de ça au Québec et au Canada va dépendre énormément de l'entreprise et du secteur économique où ça va se produire. C'est la même chose pour la loi sur l'équité salariale qui a voulu être au Québec avoir une certaine universalité d'application, autant milieu syndiqué que non syndiqué, toutes les tailles d'entreprise, mais les résultats vont varier en fonction de ces indicateurs-là énormément. Mais peut-être pour revenir à la base de tout ça, là, pourquoi est-ce que les hommes et les femmes sont encore si inégaux sur le marché du travail? Je pense qu'on pourrait catégoriser la source, à la base là, de cette inégalité-là, peut-être en deux catégories. Je dirais d'abord qu'il y a toute cette discrimination systémique qui est en fait constituée des préjugés, des stéréotypes qui engendrent une ségrégation professionnelle et une sous-évaluation du travail féminin. Donc, comment agir à la source plutôt que sur simplement des symptômes? Il faut se poser cette question-là. Et le deuxième, je dirais, deuxième grande sphère de source des inégalités, c'est le partage inégal des responsabilités familiales. Et donc, là également, si on travaille seulement sur le symptôme qui est la moins grande disponibilité des femmes au travail, il y a un risque aussi de reproduire
le problème de départ, c'est-à-dire en accordant des bénéfices pour s'occuper des enfants. Il faut faire bien des enfants et des personnes âgées, enfin, je vais parler d'équilibre travail-famille, mais ça implique aussi la responsabilité envers les parents et bon, les personnes qui ont des besoins particuliers. Alors, je m'excuse, je me suis perdue dans la nuance de la définition de la responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut faire bien attention de ne pas cantonner les personnes qui ont ces responsabilités-là en leur accordant des bénéfices qui vont reproduire finalement cette inégalité de distribution ou de responsabilité à la base. Donc, par exemple, quand on fait un régime de congé parental, puis qu'on donne un congé de maternité très long, mais un congé de paternité très court, on continue à systématiser l'inégalité dans le couple et dans la famille. Donc ça, c'était quelques commentaires que je me suis fait en écoutant la présentation d'Émilie. Et un autre petit commentaire, toujours sur la présentation d'Émilie, sur la résistance dans les syndicats ou la difficulté pour les syndicats de prendre, de prendre le lead, de prendre l'initiative de négocier. C'est, étant donné notre système de relations industrielles et de représentation collective qui est basé sur des unités de négociation qui sont faites de groupes qui ont une communauté d'intérêts, la ségrégation professionnelle qu'on constate sur le marché du travail, elle est tout à fait reproduite dans les syndicats aussi. Donc, on a des syndicats de gars et des syndicats de filles. Alors, c'est très difficile de faire en sorte que les membres dans un syndicat majoritairement masculin aient pour intérêt de prioriser des questions d'égalité hommes-femmes quand eux ne se sentent pas visés. Et dans les syndicats plus féminins, ben, le pouvoir de négociation, il est restreint, réduit et plus limité du fait même qu'on a une majorité d'emplois féminins dans l'unité et avec tout ce que ça comporte comme sous-évaluation, diminution du pouvoir de négociation qui est lié aussi à le type de travail que les femmes font. Je pourrais continuer, mais je vais plutôt céder la parole à Sophie, puis on pourra, après ça, commenter les autres questions. Excellent. Merci. Alors, je suis Sophie Fontaine. Je suis également une syndicaliste. Je travaille dans le milieu syndical. Je suis impliquée, je suis une militante salariée d'une organisation syndicale depuis 1994. Donc, ça va bientôt faire 30 ans que j'exerce cette fonction-là. Je suis une des personnes dans le mouvement syndical qui est beaucoup de polyvalence au fil du temps. Donc, j'ai fait à la fois, j'ai commencé en fait, je vais remonter peut-être un peu plus loin. J'ai une formation également en relations industrielles. Annick et moi, on s'est côtoyés au cours de nos études. Et j'en profite pour saluer l'ensemble des personnes qui constituent le panel. Merci pour l'invitation, Émilie, Mélanie. Merci à Tania d'assumer la présidence de cet atelier. Nicolas, Vincent, merci pour vos présentations. J'ai fait relations industrielles, sciences politiques au départ, ensuite relations industrielles. Et je viens tout juste de terminer une certification en gouvernance de société. Donc, toutes les questions de gouvernance de G m'intéressent particulièrement également. Alors, j'ai commencé donc à la FIC, plutôt dans des fonctions de recherche, de développement de ce qu'on appelait alors les infirmières praticiennes spécialisées. Et je me suis dirigée tranquillement par intérêt sur des questions de négociation nationale pour la Fédération des infirmières qui, à l'époque, regroupait à peu près autour de 50 000 infirmières au Québec. C'est une organisation qui a grossi au fil du temps. Et autour de 1998, j'ai été nommée au dossier de la négociation, principalement sur des questions de rémunération et d'évaluation d'emploi. Par la suite, j'ai, de la même manière qu'Annick, été impliquée dans le dossier de l'équité salariale dans le secteur public, qui regroupait alors près de 400 000 salariés de tout secteur confondu au départ, c'est-à-dire santé, éducation et fonction publique.
Et pour terminer donc ce dossier-là, plusieurs années plus tard, avec beaucoup d'énergie qui ont été déployées. Par la suite, je suis partie à la CSN, qui est la Confédération des syndicats nationaux, qui est une représentation un peu plus large, je dirais, du microcosme de la société québécoise, qui regroupe près de 300 000 personnes. Donc, j'ai fait de la négociation dans le secteur municipal au départ, et par la suite, je suis revenue au dossier d'équité salariale et de rémunération, où j'ai monté une équipe plus spécialisée en rémunération. L'équité salariale était déjà développée, mais sur les questions plus de rémunération, de structure salariale et d'évaluation d'emploi. Et aujourd'hui, j'occupe donc des fonctions auprès du syndicat de Radio-Canada comme conseillère à la Fédération nationale des communications. Voilà. Pour répondre aux premiers aspects, je m'étais fait quelques réflexions hier en préparation. La présentation d'Émilie et Mélanie, mais je pense que c'est Émilie qui a plutôt pris la parole sur cette question-là, a touché beaucoup d'éléments qui me préoccupent. Puis beaucoup de choses ont été dites aussi par Nicolas et Vincent sur des questions qui sont, à mon avis, centrales dans les problèmes, parce qu'on en a aujourd'hui pour l'atteinte de l'égalité professionnelle. Oui, la loi sur l'équité salariale, c'était une loi précurseur, c'est une loi proactive qui obligeait les employeurs, il y avait une prémisse qu'il y avait de la discrimination salariale dans les milieux, dans les divers milieux, syndiqués ou non. On constate en fait, puis je vais faire un peu de pouce là, sur ce que Annick a mentionné, que, bon, évidemment, ça vise à la fois les milieux syndiqués et non syndiqués. On est tout à fait conscient que dans les milieux syndiqués, c'est là que la loi a pris son envol, parce qu'il y avait une expertise qui avait été développée par les organisations syndicales, par des femmes qui avaient pris à bras-le-corps la question de l'équité salariale et qui tenaient à faire en sorte que cette loi-là puisse vivre. Il ne faut pas oublier que la loi sur l'équité salariale, c'est quand même le fruit d'un consensus important entre les diverses parties, y compris les employeurs, qui n'étaient pas très chauds à l'idée de se voir imposer un exercice pour valider si une discrimination salariale existait dans leur structure de rémunération. Donc, toute la question de la participation que vous avez évoquée en France, ça a été un enjeu extrêmement important au Québec, ça l'est toujours d'ailleurs, parce que il y avait une participation obligatoire uniquement dans les faits pour les entreprises de plus de 100 employés, des comités qui devaient être mis sur pied, etc. Mais on a constaté au fil du temps que l'expertise nécessaire dans nos syndicats, et pas uniquement les personnes salariées des organisations syndicales comme Annick et moi, par exemple, elle s'est peu développée au fil du temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un roulement important au sein des équipes syndicales, au sein des équipes patronales, ce qui a eu pour effet d'externaliser la fonction équité salariale et la fonction rémunération. Donc, on constate, y compris dans la très grande entreprise, qu'il y a peu d'endroits où il y a une continuité des connaissances depuis 2001 essentiellement, là, et à chaque fois, on est toujours obligé de recommencer. Donc, il y a une périodicité qui a été introduite pour s'assurer que l'équité salariale était maintenue au fil du temps. Et ça, c'est une question qui est très, très problématique pour moi et pour l'ensemble du mouvement syndical. C'est que les outils, aujourd'hui, avec les diverses modifications législatives qui ont eu lieu, l'employeur peut décider de changer les outils comme il le souhaite, d'introduire de nouvelles structures salariales soi-disant cohérentes au sein de l'entreprise, qui vient défaire complètement ce que l'équité salariale a mis en place au départ. Donc, je suis vraiment dans ce que vous avez appelé la quantification de l'équité salariale, mais c'est très clair que pour les femmes du Québec, en fait, toutes les personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois majoritairement féminines, l'équité salariale, ça passait par une reconnaissance pécuniaire de cette valeur-là. C'était pas uniquement une question de principe. Donc, dans certains milieux, ça a été, il y a eu des correctifs très minimes, et ce qui nous avait amené à conclure, et ça, c'est une des grandes limites de la loi à l'heure actuelle, je ne sais pas comment on est capable de le contourner, même si cette loi-là était d'une très grande importance. Toutes les entreprises, comme l'équité salariale doit se faire sur la base de l'entreprise au Québec,
toutes les entreprises où les hommes étaient mal rémunérés, bien les femmes étaient mal rémunérées égales. C'est ça que ça voulait dire. Et ça ne règle pas le problème de disproportion ou de disparité de moyens entre différentes entreprises qui seraient a priori sur le même territoire et qui, en raison de leur taille, de leur capacité de payer ou de leur attractivité, n'auraient pas la même capacité de donner une rémunération. Alors, si les salaires masculins dans une entreprise X est ici et que l'autre entreprise paye les salaires masculins à ce niveau-là, eh bien, la comparaison va se faire uniquement au sein de l'entreprise. Ça, c'était ma première réflexion importante. J'ai parlé de la question de l'externalisation, c'est un autre enjeu, faisant en sorte que beaucoup de syndicats sont parfois démunis pour prendre en charge ces questions-là. Et l'autre chose, Annick disait que la décision de 2004 de la juge Julien relativement à la loi sur l'équité salariale venait statuer que la loi sur l'équité salariale était une loi de mise en œuvre d'un droit fondamental. Aujourd'hui, la Commission de l'équité salariale, malgré toutes les reconnaissances qu'elle a pu avoir, dont un prix important international tout récemment, ne semble pas considérer encore aujourd'hui que c'est une loi de mise en œuvre d'un droit fondamental. Elle semble percevoir effectivement que pour les employeurs, c'est compliqué. Et tout ce qu'elle souhaite, beaucoup de ce qu'elle souhaite faire à l'heure actuelle, c'est de faciliter et de rendre à sa plus simple expression cet exercice parce que c'est difficile et que c'est donc bien énergivore pour les employeurs de procéder à tel exercice. Donc, à l'heure actuelle, c'est clair que le rôle de cet organisme qui est responsable de l'application de la loi est, à mon avis, central quant à notre capacité de faire appliquer la loi sur l'équité salariale. Et ça serait le premier bout sur la question plus de la situation au Québec. Très bien. Merci, un grand merci Annick, un grand merci Sophie. Je voudrais juste savoir, moi je ne vois pas les questions si jamais il y a des questions virtuelles. Alors je vous donne la parole ou est-ce que je peux les voir à un moment donné? Ah, il n'y a pas de questions? OK, parce que sinon je vais peut-être enchaîner. Donc, est-ce que, peut-être juste avant de commencer à apprendre, il nous reste quelques minutes, je vais juste poser une question, puis ensuite, s'il vous plaît, je vous donnerai la parole. Donc, encore une fois, les personnes qui nous regardent à distance, s'il vous plaît, si vous avez des questions, juste nous les mettre dans la discussion. Alors, merci encore une fois. Puis si je fais le lien entre toutes les présentations qui ont été faites, clairement, on a évidemment du côté des législations, on a des législations assez disparates. On pensait avoir, en tout cas au Québec, une loi sur l'équité salariale quand même qui allait un peu plus loin dans non seulement les moyens, non seulement dans le soutien qui était à la loi avec justement la commission, les outils, les instruments. Dans la loi sur l'équité salariale, par exemple, contrairement à la loi d'accès à l'égalité en emploi ou la loi d'accès à l'égalité en emploi ou la loi d'équité en emploi plus fédérale, on n'a pas les mêmes, par exemple, les exceptions sont légiférées, l'action, la loi est beaucoup plus étendue que celle de l'accès à l'égalité qui s'applique essentiellement aux organismes publics, par exemple de 100 employés et plus. Alors, si on regarde un peu l'ensemble, si on regarde aussi l'expérience française, parce que quand même, on a deux de nos panélistes, donc de nos conférenciers étaient là-dessus. Alors, quand il y a accord, les accords sont mis dans les tiroirs. Quand il y a des objectifs, les objectifs prêtent à interprétation, puis on les interprète un peu comme on a envie de le faire. Quand il y a des mesures, il y a des mesures laxistes, il y a des mesures opaques. Et en plus, quand on fait l'effort, comme au Québec, d'avoir une loi aussi belle et proactive que celle de l'équité salariale, qui demeure quand même un exemple un peu dans sa structure, bien, vous voyez, la résistance fait en sorte qu'on recule parce qu'on est tout le temps en train de dire que c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop complexe, puis qu'on ne va pas de l'avant, puis on fait des reculs. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est en mesure de multiplier les leviers?
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de réglementation, comment aller plus fort sur la question de la réglementation, mais est-ce qu'on peut normaliser autrement? Est-ce qu'il y a des normes? Parce que clairement, seulement les initiatives du point de vue de l'employeur, ben, soudainement arrivent quand il est soit question de pénurie de main-d'œuvre, soit on est dans un contexte où on pense à la diversité, alors que ce n'est pas. Et il faut toujours rappeler qu'avant la diversité, il y a l'équité et que dans l'équité, il y a aussi une société qui est en train d'évoluer, puis dans laquelle, évidemment, il faut donner de la place à tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir d'abord, Annick ou Sophie, par rapport à ça. Puis, encore une fois, c'est ouvert évidemment à tout le monde pour aller du côté des questions ou des commentaires que vous auriez à avoir sur peut-être des expériences vécues ou ce que vous aimeriez dire à ce sujet. Peut-être que je pourrais commencer sur cette question-là. Je pense que la question, elle démontre en fait l'ampleur, effectivement, du travail qui reste à faire, parce que c'était un premier jalon, en fait, d'introduire une telle loi au Québec en matière d'équité salariale, puis dans d'autres provinces également, dans ma connaissance, et au Canada aussi, telle qu'elle a été adoptée, puis on va commencer à voir d'ici quelques années les effets de la loi fédérale, mais comme pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment bien implanté, c'est difficile d'en parler. Mais je pense que de la même manière que certains pays scandinaves l'ont fait, il va falloir aussi s'attaquer à toutes les questions des droits parentaux. Annick l'a évoqué, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, de trouver un régime de droits parentaux qui est différent pour les femmes et les hommes. On comprend que c'est les femmes qui portent encore les enfants, mais toute cette question de la prise en charge des responsabilités familiales étendues, majoritairement par les femmes, pour moi, ça me semble être un élément sur lequel on doit s'attaquer, sur lequel on doit travailler encore davantage que ce qu'on a fait jusqu'à présent. La pandémie a mis en lumière certaines questions que des collègues ici ont travaillé également. C'est la question des responsabilités familiales accrues dans le cadre du télétravail. Parce qu'a priori, on trouvait que la question du télétravail était extrêmement intéressante, permettait d'avoir plus de flexibilité. Qu'est-ce que ça a donné? Bien, beaucoup de femmes se sont retrouvées avec la responsabilité de prendre soin des enfants, la question de l'école à la maison et ainsi de suite, faisant en sorte que la progression professionnelle a été ralentie pour certaines d'entre elles. Elles n'ont pas été en mesure d'être aussi productives, entre guillemets, que leurs collègues masculins. Donc, cette question-là, pour moi, est extrêmement importante. La question de la déconnexion, qui a été un sujet traité en France et dont vous avez parlé un peu plus tôt, ici, c'est terrible. Je viens de terminer une négociation avec Radio-Canada. Radio-Canada a refusé que l'on parle de droit à la déconnexion, ou même que l'on parle du terme déconnexion dans la convention collective, mais plutôt la possibilité pour les gens de ne pas nécessairement retourner des appels à l'extérieur des temps de travail prévus. Donc, pour moi, cette question est extrêmement importante. Et il y a tout un travail qui est fait aussi pour faciliter l'accès à l'emploi des femmes dans des métiers non traditionnels, également aux hommes dans les métiers plus féminins. Je pense qu'il va falloir aussi regarder sur ce plan-là, mais je ne peux imaginer qu'on ne va pas travailler une stratégie beaucoup plus large. Et je me suis posé je n'ai pas de réponse à cette étape-ci, mais je pense que ce serait un sujet d'étude fort intéressant que de travailler davantage sur ces questions-là parce que clairement, ici, on a atteint certaines limites, je pense, du modèle qu'on a mis en place et clairement, il ne répond pas à l'ensemble des attentes. Alors, je pense que oui, ce serait une excellente idée de s'inspirer des différentes expériences que l'on retrouve ailleurs. Évidemment, la négociation de branche n'existe pas ici. Bon, on a des négociations, par exemple, du secteur public au Québec et même au Canada qui se déroulent de façon beaucoup plus centralisée, mais il va falloir trouver des moyens et trouver, à faire en sorte que les échappatoires que les employeurs ont trouvés, en faisant, par exemple, des programmes d'équité salariale qui ne compteraient que des hommes, ça reste une hérésie quand même. Et la loi fédérale qui vient tout juste d'être adoptée donne même le droit à l'employeur de déterminer la patinoire des programmes d'équité salariale, ce qui me semble être vraiment un problème. Donc, fait que ce serait pour cet aspect-là, il faut aller plus large.
Merci Sophie. J'aimerais donner la parole à Annick, puis peut-être nos conférenciers, si vous voulez réagir par rapport à ça. Et puis encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez des questions, puis des membres, je sais, Roman, vous avez travaillé sur toutes les conventions collectives, par exemple sur les clauses en matière de DI, aussi dans les conventions collectives. Donc, si vous avez une question. Très bien, et puis très bien, avec plaisir. Alors, Annick, Oui, rapidement, juste rappeler que la loi sur l'équité salariale, la loi sur l'accès à l'égalité dans les entreprises du secteur public, parapublic et le programme des garderies subventionnées. Donc, c'était 3 axes d'intervention sur l'égalité homme-femme qui ont été qui ont été mis de l'avant à peu près en même temps, là, à environ 5 ans d'intervalle. Et donc, il y avait une volonté là, de s'attaquer à ces 3 pans-là en même temps. Et c'est interrelié, mais pas dans les outils législatifs, mais dans l'approche, oui. Et petit à petit, changement de politique, d'orientation politique au Québec. On s'en va plus vers le néolibéralisme, l'austérité, le désinvestissement de l'État et la déréglementation. Tout ça a affaibli nos outils, ce qui fait qu'on constate aujourd'hui qu'ils ne répondent plus à nos besoins, nos attentes, mais c'est parce qu'on ne les a pas actualisés dans le bon sens. On les a affaiblis au fil du temps. La loi sur l'équité salariale a été amendée pour être affaiblie. Il a fallu faire une autre contestation constitutionnelle. La loi sur l'accès à l'égalité n'a pas été actualisée. Et là, il y a effectivement un manque de participation des salariés dans cette loi-là qui fait qu'on donne un contrat à l'externe pour faire un programme, puis ensuite il est tabletté. Il n'y a pas d'effet catalyseur dans l'entreprise. Et le programme des CPE, puis on a privatisé les services de garde et on a cessé de maintenir des tarifs très avantageux. C'est encore bien mieux qu'ailleurs au Canada, mais ce n'est pas la panacée maintenant. Donc, il y a un contexte politique qui fait que nos outils ne répondent plus à nos besoins. Ce n'est pas tant parce que les outils sont mal conçus ou qu'ils ne sont pas pertinents. C'est qu'on les a laissés s'affaiblir. Et une des choses que je me suis dit quand j'ai écouté la présentation sur la mesure des inégalités, puis tout le portrait statistique qu'on demande aux entreprises en France depuis beaucoup plus longtemps que je pensais, euh, tout de suite, quand j'écoutais ça, j'entendais les organisations, les associations patronales crier à la bureaucratie, parce que c'est ça qu'ils ont fait pour obtenir un affaiblissement de la loi sur l'équité salariale. Et l'autre chose, c'est que quand j'écoutais ça, je me disais, est-ce que c'est la loi, par exemple, de 2018 qui pose des indicateurs que, oui, j'ai trouvé que les indicateurs étaient assez limités. C'est la première impression que j'ai eue. Forcément, tout de suite, j'ai vu le problème d'invisibilisation, excusez, c'est dur à prononcer ce mot-là, de certains éléments et l'absence de participation des salariés. Pour moi, c'est une formule vouée à l'échec, mais l'idée au départ, est-ce qu'on présume qu'on mesure les effets de la discrimination systémique? Parce que ici, avec le changement d'orientation politique de nos gouvernements, on a un gouvernement qui ne reconnaît même pas cette notion de discrimination systémique. Alors, encore moins en présumer l'existence puis la mesurer. Alors, on est vraiment loin de pouvoir penser qu'on aurait un gouvernement qui adopterait un tel système, que je pense que s'il est bien conçu avec des indicateurs plus sérieux, plus, c'est pas que c'est pas sérieux, là, plus complet, je pense que c'est tout à fait valable selon l'objectif qu'on veut se donner. Est-ce que c'est d'outiller des syndicats pour faire des contestations judiciaires ou est-ce que c'est pour les outiller dans le cadre de négociations collectives? Dans tous les cas, c'est pertinent de faire cette mesure-là si elle est bien faite. Mais si elle n'est pas bien faite, là, par exemple, c'est moins que pertinent. Donc, sur la négociation collective, dernier petit commentaire. Euh, on a parlé du suivi des accords et leur pertinence. Tous les commentaires que j'ai entendus sur les limites de ce modèle-là s'appliqueraient tout à fait ici aussi, dans le sens où
Bon, premièrement, on n'a pas un cadre législatif qui intervient dans le contenu des négociations collectives ici, hein. On a vraiment des systèmes qui fonctionnent en parallèle, un système de loi de loi minimale, voyons, de normes minimales du travail qui sont vraiment minimales, qui s'appliquent comme la base dans toutes les entreprises. Et ensuite, dans le monde syndiqué, le législateur ne s'implique pas du tout dans le contenu des négociations. Il ne fait que légiférer un cadre un processus de négociation. Donc, la loi sur l'équité salariale, déjà, c'était un peu révolutionnaire parce qu'on obligeait un travail conjoint. On a toujours parlé qu'on ne négociait pas. On disait toujours c'est un travail conjoint, la participation des salariés, mais on ne négocie pas parce qu'on voulait éviter que le compromis inhérent à une négociation soit imposé, si on veut, dans l'atteinte de l'objectif de corriger les écarts salariaux en équité salariale. Mais je m'égare, je voulais revenir sur l'idée d'imposer des sujets de négociation collective. Ce serait plutôt révolutionnaire ici, mais je pense que c'est tout à fait une voie à explorer comme on l'avait fait avec l'équité salariale. Simplement, effectivement, il faut penser au difficile équilibre de pouvoir de négociation. En fait, le fait qu'il y ait un déséquilibre homme-femme dans le pouvoir de négociation dans notre système actuel fait en sorte qu'il y aurait des limites assez rapidement atteintes avec ce modèle-là au Québec. Et je m'arrête là. Merci Annick. Mais au moins, quand on regarde un peu la loi sur l'équité salariale, juste le fait d'avoir prévu justement des comités paritaires à l'intérieur desquels les syndicats devaient atteindre aussi des objectifs, devaient s'entendre en tout cas sur les systèmes de rémunération puis d'évaluation des emplois. Enfin, on voit tellement d'initiatives qui ont été mises en place alors qu'on voit malheureusement du recul. Et c'est vrai, ça amène beaucoup de ce que vous avez dit, de ce que Sophie a dit, amène beaucoup de ce contenu d'explication sur au moins de savoir où sont les difficultés, puis d'arriver évidemment peut-être il est temps de voir des mécanismes aussi différents pour pouvoir avancer sur cette question. J'aimerais bien quand même interpeller Mélanie parce que je sais que Mélanie est à distance. Je ne voudrais quand même pas l'oublier. Je ne sais pas, Mélanie, si tu aimerais intervenir sur ce qui a été dit ou je sais que tu es confortable comme ça. En tout cas, tu as l'air très confortable. Mais, tu me connais, hein, je ne peux pas te laisser tranquille non plus. Merci, chère Tania. Merci à tous les panélistes. Merci aussi à nos deux syndicalistes d'être venus en ce samedi matin. Donc, oui, je suis à distance parce que moi, je devais concilier aussi ce matin. Donc, désolée de ne pas être en présence avec vous. J'ai pris beaucoup de notes durant les présentations et j'ai été particulièrement interpellée par les derniers commentaires de Sophie et de Annick au niveau de la négociation. Il y a encore du chemin à faire. Quelle voie on peut le prendre? Puis souvent, j'ai tendance à réfléchir à la question de l'égalité professionnelle un peu avec mes lunettes, les mêmes lunettes que je prends pour les disparités de traitement au Québec, en fait. Puis on se dit que si c'est vraiment un objectif sociétal à atteindre, cette égalité professionnelle-là, ben, à un moment donné, on n'aura pas le choix de légiférer puis obliger les entreprises à atteindre des standards en matière d'égalité professionnelle. Donc, si on le fait, puis si on prend cette obligation de négocier-là, il faut effectivement faire attention à toute la question des déséquilibres dans les différents milieux de travail, les déséquilibres de pouvoir. Notre négociation, elle est ultra décentralisée. Et selon moi, l'égalité professionnelle, ça ne peut pas être un objet qui peut dépendre du pouvoir de négociation. Selon moi, c'est un objectif fondamental à atteindre dans les organisations. Donc, il va falloir trouver une formule au Québec pour, oui, emmener les partenaires à discuter d'égalité professionnelle, comment elle peut se déployer dans les différents milieux, mais ça va prendre des cibles et des standards à atteindre, selon moi, qui seront obligatoires parce qu'il ne faut pas passer à côté de cette question-là une autre fois en laissant à la libre discrétion des parties puis un peu à leur pouvoir de négociation un potentiel de finalement s'en tirer ou de le négocier ou de négocier les objectifs. Donc, merci beaucoup, Tania, de m'avoir fait une passe. J'apprécie et je continue à vous écouter.